Là qu'on m'amène, on m'amène le coup de gueule de Guillaume Janton, puisque Guillaume Janton a un coup de gueule. Oui, j'ai un gros coup de gueule, je suis très en colère, important, en plus, parce que la violence extrême dont on parlait hier dans certains quartiers est en train de s'exporter dans toutes les grandes villes de France, et notamment aux alentours des boîtes de nuit. Il y a de plus en plus d'agressions, voire de meurtres, de fusillades, et je pense notamment à une ville où j'ai habité, qui est la ville de Rennes. J'y ai habité il y a 20 ans, qui était une ville tranquille, qui était une ville où il faisait bon vivre, et j'y suis retourné il n'y a pas longtemps, et tous les Rennais que j'ai croisés m'ont dit c'est devenu dangereux d'habiter à Rennes, ça craint. J'ai eu un auditeur la dernière fois aussi qui m'appelait, il était de Nantes. Il me disait je ne sors plus le soir, un truc de fou. Et c'est vrai que c'est dans toutes les villes de France, mais on est tranquille, on dit on continue comme ça. Excusez-moi, Gilles, je vous adore, mais voilà, pour vous, il y a un sentiment d'insécurité, un sentiment. Non, moi j'aimerais qu'on enlève, moi j'aimerais vraiment qu'on enlève ce mot de sentiment d'insécurité. Il faut arrêter de dire sentiment. Il y a c'est la faute des très grosse insécurité. Je vais vous dire, quand j'ai des auditeurs qui me disent je ne sors plus de chez moi le soir, à Nantes, qui était quand même une ville plutôt tranquille. Il paraît que là, maintenant, c'est impossible, tu sors plus le soir. Une des villes les plus dangereuses de France. Oui, je sais, on va rendre compte ou pas. Non, mais c'est n'importe quoi, franchement, c'est quand même un drame. Et Rennes, c'était vraiment une des villes les plus calmes de France. Et voilà, et le Jarl qui est videur en boîte de nuit à Rennes, je pense qu'il a vu la différence. Justement, le Jarl, merci d'être avec nous. Et c'est vrai que vous avez même poussé un petit coup de gueule, vous, là, dernièrement, ce que j'ai vu passer. Et c'est vrai que vous êtes directeur de sécurité d'une boîte de nuit à Rennes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous dites, chaque semaine, il va se passer un truc de dingue? Chaque soir, c'est toujours un grand moment de stress. Et je le dis à mes équipes, ils le voient, ils s'en rendent compte d'ailleurs. C'est toujours un moment où je mets tout en place. On fait des débriefings comme jamais on l'a fait. On a réorganisé nos sorties sur les établissements. En fait, ce n'est pas dans les boîtes de nuit en soi que ça devient compliqué en France. C'est les extérieurs. C'est ce que je dénonce déjà depuis 3 ans aujourd'hui en vidéo. C'est ce que j'ai voulu montrer à tout le monde. Et aujourd'hui, malheureusement, les choses font que tout ce que je montrais aujourd'hui, ça a prouvé. J'avais raison. Il fallait s'alarmer bien avant parce que maintenant, on y est. Et c'est devenu très compliqué. Effectivement, on parle de Rennes parce que j'y suis. Bien sûr. Dans toutes les grandes villes, c'est devenu très compliqué. Et même pas les grandes villes. C'est ça qui est devenu. Regardez, on a vu, on a vu des drames dans des toutes petites villes, dans des campagnes. Ça devient n'importe quoi. Vraiment, ça devient n'importe quoi. Et les gens, moi, je vois des gars qui me disent, moi, j'ai juste envie de pouvoir sortir le samedi soir, le vendredi soir, le jeudi soir, en ne me disant pas, je vais sortir avec ma copine ou des potes, et j'ai 2 chances sur 3 que ça se termine en bagarre. Donc, c'est quand même incroyable. C'est fou. C'est incroyable. Et puis, aujourd'hui, j'en veux beaucoup, on va dire, dans 2 pôles différents. C'est-à-dire qu'il va vraiment falloir que les choses changent sur deux choses très importantes, puisque j'y suis. Ça fait 30 ans que je fais ce métier. Ça fait 30 ans que je suis à l'entrée des boîtes de nuit et que je vois comment ça se passe. La première chose, j'ai eu la chance de rencontrer le ministre de l'Intérieur la semaine dernière. Il m'a accordé un petit peu de temps. Bruno Retailleau. On a pu échanger. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a l'air très sincère. Mais j'ai compris aussi très rapidement qu'il était un peu bloqué par ce qui se passait au niveau de la justice. Et là, je l'explique et je profite de cette tribune que vous m'offrez pour dire au ministre de la Justice qu'il est grand temps maintenant de mettre les choses en place qu'il faut, parce que quand on a des meurtres comme on a eu l'année dernière avec Thomas, cette année avec Nicolas là. Et qu'à chaque fois qu'il y a des interpellations, on se rend compte qu'on a des individus déjà connus. On va reparler tout à l'heure de l'attaque à la hache dans le RER, parce que ça rebondit encore. Vous allez voir l'histoire, parce que ça continue. C'est n'importe quoi. Ça devient de la folie. D'ailleurs, c'est la deuxième chose. Donc, j'explique que les élus, il est grand temps de faire quelque chose. Vraiment, il faut changer les choses. On parle des établissements de nuit, mais de tout le monde, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est plus possible. Il faut que les lois changent. Il faut qu'on mette en prison ceux qui se tiennent mal et qui sont dangereux pour les autres. C'est maintenant, en fait. C'est plus hier. Le problème, c'est aujourd'hui. Vous savez, je sais, il n'y a plus de place. On va vous répondre, il n'y a plus de place dans les prisons. Est-ce que c'est notre problème? Non, on va vous répondre oui, mais moi, c'est ce que je disais hier. Parce qu'on parlait hier avec Raymond, justement, de l'affaire Philippines. Et je disais, il me dit, est-ce que tu veux qu'ils soient incarcérés ici, le meurtrier de Philippines ou ailleurs? Je dis, aujourd'hui, il faut de toute façon désengorger les prisons. Donc tous ceux qu'on peut mettre ailleurs, si on est sûr qu'ils vont faire leur peine, il faut les mettre ailleurs. Puisqu'aujourd'hui, il y a quand même un énorme problème dans les prisons. Et aujourd'hui, il y a énormément de petites délinquances qu'il faut, mine de rien, qu'il faut aujourd'hui punir sévèrement. Aujourd'hui, je vais vous dire, ils se disent, de toute façon, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais faire 48 heures en garde à vue, je vais ressortir le lendemain. C'est exactement Qu'est-ce que je m'en fous? C'est en fait la réponse juridique n'est pas assez forte aujourd'hui. Et c'est ce que tout le monde dit. Tous les ministres de l'Intérieur vous le diront. Gérald Darmanin le disait avant Bruno Retailleau. Ils disent forcément, si la justice et le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice ne sont pas main dans la main, moi, je vais vous dire, moi, j'aurais fait ministère de l'Intérieur et ministère de la Justice, j'aurais mis
je les aurais mis au même endroit. Je vais vous dire, je les aurais mis au même endroit et je pense qu'il faut qu'ils travaillent ensemble. Je pense que, voilà, pour moi, c'est indispensable. Si derrière, ça ne suit pas, croyez combien je vois des potes policiers qui me disent qu'est-ce que je vais aller m'embêter à aller faire une course-poursuite avec un gars quand je sais que je vais l'arrêter de 48 heures et je vais le retrouver au même endroit et je vais le remettre et ça va mais pourquoi je vais risquer ma vie? J'ai des enfants, j'ai une femme, je ne vais pas le faire, je ne vais pas y aller. Je vous parle même pas de 48 heures. On parle en heures. Là, on parle bien sûr, exactement. 48 heures, c'est dans le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas. J'ai vu des cas déloger des dealers avec des gros échanges de coups parce qu'ils devenaient violents. 6 heures après, ils étaient encore devant l'établissement. Bien sûr. Donc on parle en heures. Et excusez-moi, je voudrais juste terminer sur le deuxième coup de gueule où j'ai vraiment envie d'en parler maintenant parce que je profite de vous ici pour ça. Les parents, vous en parlez tout à l'heure, mais moi je les côtoie les parents quand on a des problèmes. Je les rencontre les parents quand ça se passe mal. Je peux vous dire qu'il est grand temps aussi de sonner, de mettre la sonnette d'alarme et dire c'est plus possible en fait. Il faut réagir très vite. Est-ce que c'est normal que hier, lors de l'interpellation du gamin qui a utilisé la hache, 16 ans ou 17 ans, le gamin dans sa chambre, il a une hache. Quel parent laisse ça? Non, mais je vous Quel parent laisse ça? Il a raison. C'est plus possible. Bien sûr. C'est comme on disait tout à l'heure. Il faut un moment. Il faut sanctionner les parents. On le dit, on va devoir passer par là. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas possible parce qu'il y a des cas où je vous le dis, aujourd'hui, il y a une urgence. Donc on ne peut pas se dire, oui, mais là, il y a un cas, attention, oui, mais là. On le voit bien aujourd'hui, les Français ne sont pas en sécurité nulle part. Nulle part, hein, c'est devenu nulle part. Je vous le dis, j'étais avec plein de gens qui ont quitté la France, qui me disent, aujourd'hui, on se rend compte, mine de rien, de l'insécurité qu'il y a en France. Les mecs, avant, je vous rappelle un truc, moi, mes parents, à l'époque, ils me disaient on ne va pas au Brésil, parce que le Brésil, tu ne peux pas te mettre une montre. Je vous le dis, hein, on est sur le chemin du Brésil. Hein. Aujourd'hui, croyez quoi? Les Américains, les Chinois, quand ils viennent à Paris, pour eux ou en France, ils disent attention, je peux venir avant de venir. Ils disent non, mais tu ne mets pas de montre, tu ne mets rien, la France, ça, tu vas voir. Vous vous rendez compte? On nous voit comme ça maintenant à l'étranger. Et donc, à un moment, il va falloir faire quelque chose, parce que, je vais vous dire, on est en train de vraiment, notre pays est en train de se déliter. Et plus vite, là ça s'accélère de jour en jour. C'est ça qui est fou, c'est que ça s'accélère de jour en jour. Donc là, quand on me dit, ouais mais les parents, il y a des parents, les pauvres, on peut pas, ils ont qu'un... Là les mecs, il faut tout faire. Aujourd'hui, il n'y a plus le temps pour dire, oui mais il y a des cas particuliers. Aujourd'hui, il faut vraiment aller vite et il faut que la justice suive derrière. Et c'est pas les juges, hein. C'est aussi, je veux dire, il y a des lois à revoir. Les ados de 14 ans ou de 13 ans de maintenant, pas les ados de 1990, hein. Je vous le dis, ça n'a rien à voir. Ouais, c'est 1945 la loi. Oui, mais c'est exactement. Les mineurs, c'est 1945. 1945. Un mec de 14 ans en 1945, c'est pas le même que maintenant. Hein. Non, mais on est d'accord. C'est ça le problème aussi. C'est qu'aujourd'hui, pour moi, même l'excuse de minorité, pour moi, c'est fini. Il faut l'enlever totalement. Totalement. Il n'y a plus d'excuse de minorité, c'est terminé. Puisque ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'en plus, les gros dealers, etc., et les gros qui sont au-dessus, ils envoient des petits de 14 ans et de 13 ans, ils disent de toute façon, ils risquent rien, de toute façon, on ne va pas les incarcérer. Donc il faut enlever, même pour ça, l'excuse de minorité. Et vous allez voir. Oui, Jean-Michel. Il y a une différence qu'on voit vraiment. Je trouve qu'il y a 10 ans, par exemple, une copine qui allait en boîte, elle prenait dans son sac tout ce dont elle avait besoin, elle faisait un beau sac, etc. Et j'ai des copines qui partent maintenant le soir comme ça et se disent, si je me fais agresser, qu'est-ce qui va me coûter le plus cher? Donc, je ne mets pas un sac trop cher, je ne mets pas mon téléphone dedans, je le cache. Comme ça, maintenant, on fait attention. On pense dans sa tête qu'on va peut-être se faire agresser. On n'y pensait pas dans le temps. On pensait qu'on allait faire la fête. Maintenant, on se dit, est-ce que je ne vais pas me faire agresser? C'est devenu un truc de fou, croyez-moi. Ouais. Vraiment, il se passe un truc, ça devient très, très inquiétant. Et je trouve qu'on dort un peu. Voilà, on dort, excusez-moi. Hein. Pour moi, on dort, ils ne se rendent pas compte. Voilà. Chez Le Yarn, vous êtes sur le terrain. Donc forcément, vous voyez les mêmes choses que moi. Hein. Je vois exactement la même chose. J'alerte depuis des mois et des mois sur la situation. Maintenant, j'en suis plus alerté puisqu'on est en plein dedans. Tout ce que j'avais prédit se passe. Mais je vais vous dire, vous savez ce qui va se passer, le problème. Et si les pouvoirs publics, si le gouvernement ne fait rien, je vais vous dire, il va se créer de plus en plus de milices. Bah, bien sûr, les gens vont se défendre eux-mêmes. Hein. Je vais vous dire quelque chose là-dessus. C'est sûr. Je vais vous dire quelque chose parce que j'ai des exemples concrets. Il y a 3 mois, il y a 2-3 ans, quand on essayait de faire le plus possible, de rendre cette dalle où je suis très propre, entre les MNA et puis les dealers, quand on intervenait, on nous filmait. Je suis dans une ville de Rennes. Rennes, ça vote majoritairement à gauche. J'ai beaucoup de jeunes de gauche, d'accord ? On nous filmait et on ne comprenait pas nos actions. 3 ans après, je dis bien 3 ans après, j'ai toujours les mêmes clients et le même type d'âge, hein, d'accord ? La même jeunesse. 3 ans après, aujourd'hui, non seulement quand on fait partir des dealers ou des voleurs de la dalle,
On doit et faire évacuer les dealers et les voleurs, mais en plus gérer les jeunes qui veulent eux-mêmes attraper les mecs. C'est ça. C'est-à-dire que je me retrouve à dire à mes portiers, bloquez les jeunes, parce que là, ils vont me faire une dinguerie. Ça va être une folie ce qui va nous arriver. Faisons partir les gens qu'on veut faire partir et bloquons les autres de ne pas y aller. Vous voyez le transfert entre il y a 3 ans. C'est-à-dire à rien faire, Cyril. À n'avoir aucune solution réelle proposée par aujourd'hui la justice, parce que j'en veux plus à la justice que le reste de tout le monde et les parents. Eh ben, on est en train de faire que nos jeunes, en quelques années, même pas 1 ou 2 ans, ils sont en train de vriller. Et je le dis souvent et je vais le dire ici devant tout le monde. Moi, j'ai fait partie de cette jeunesse, 15 ans, 16 ans, 17 ans, nous étions tous de gauche. Moi, je le dis tout le temps, j'ai toujours porté la « touche pas à mon poste », moi j'ai 50, touche pas à mon pote, j'ai 50 ans, donc je suis de cette génération-là. Notre jeunesse, ce que je suis en train de voir, c'est que quand nous, on passe à droite, je ne parle pas d'extrême, parce que les gens me mettent des fois extrême, moi je suis à droite, je le dis et je le dirai toujours, mais je ne suis pas à l'extrême droite. Ce qui m'inquiète beaucoup aujourd'hui, c'est que je vois les jeunes de 18-25 ans là, faire ce que nous on a fait en 25-30 ans, ce chemin petit à petit, parce qu'on veut protéger notre famille, nos enfants, c'est normal, on veut de la sécurité dans une famille, dans un couple. En 1 an et demi, là, on est en train de faire vriller tous nos jeunes. Mais quand je vous dis vriller, moi je parle avec eux, j'en vois 150 000 par an. On les rend dingues. Et comme on les rend dingues, on va faire des fous furieux. Et ils vont faire des folies. Si maintenant, là, l'État ne fait pas quelque chose, nos ministres ne font pas quelque chose, ils vont nous faire des mecs complètement fous quand ils vont avoir 25, 30, 35, 40 ans. C'est pour ça que je tire la sonnette d'alarme. Et je vais vous dire, difficile d'avoir aujourd'hui un ministre de l'Intérieur plus sévère que Bruno Retailleau. Je suis complètement d'accord. Voilà, j'ai discuté avec lui, je peux vous dire que j'ai senti que la personne était décidée et convaincue de ce qu'il voulait faire. Si lui n'y arrive pas, c'est que vraiment, il y a un problème ailleurs. On est d'accord. Merci en tout cas, le Jarl, d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir reçu. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous, bien entendu. Merci. Sur C8 et vous revenez nous voir. Regardez, on a un petit sondage. Tiens, regardez, 87% des gens ne se sentent pas en sécurité en France. Ici, tiens, autour de la table, qui se sent en sécurité en France? Pas pour mes enfants, en tout cas. Personne. Moi, Thomas Guénolé. Thomas Guénolé. À l'échelle de mon quartier, oui. Mais c'est comme ça. Ça arrive. Je ne conteste pas qu'il y ait un problème, mais je suis d'accord avec l'essentiel de votre analyse, monsieur. Je crois qu'il s'est mis au Viet Vodao. Il y a un problème de sous-effectif des juges et des procureurs, ce qui fait que du coup, il y a plein de peines qui ne sont pas faites. Oui, mais ils s'en foutent, ça, le gars. Non, mais j'en parle avec lui, c'est français. Non, mais je sais, en fait. On sait que c'est pas le. On n'a pas dit que c'était la faute des juges. Bien sûr, bien compris. C'est pas ce que dit le Jarl. Il dit que lui, aujourd'hui, il voit le résultat, comme tous les Français. Les Français allaient leur dire quand il y a leur fille ou leur fils qui s'est fait agresser. Oui, mais attendez, parce qu'il n'y a pas un juge. Non, il vous êtes. Mais vous sentez en sécurité, Thomas? Dans mon quartier, oui. Vous êtes mis au Viet Vodao? Mais tu sors pas que dans ton quartier. C'est ça. Non, mais en fait, c'est comme ça qu'on raisonne, si tu veux. Est-ce que je me sens est-ce que là où je vis, je me sens en sécurité ou pas? Et moi, je réponds oui, comme approximativement 97% des Français. Moi, je sais qu'en tant que jeune fille... 97% des Français se sentent en sécurité dans leur quartier. Dans leur appartement. 97% des Français, 100% des Français se sentent en sécurité dans leur toilette. Ce que j'allais dire. J'ai des chiffres qui viennent de tomber. Dans leur C'est très quartier, rare je qu'ils le se fassent répète. attaquer, à moins qu'il y ait un rat qui sort. Dans leur quartier, je le répète. C'est rare, merci. Et je conteste surtout pas, absolument pas la sévérité et la gravité de ce que vous racontez. 95% des gens se sentent en sécurité dans leur cage d'escalier. Magnifique. Et c'est beaucoup. Moi, j'ai 98,8 en sécurité dans leurs ascenseurs. Non, sûr. Ils sont en sécurité quand les portes se ferment. C'est un sondage. C'est une erreur. Merci, oui, Jade. Non, mais enfin, moi, je parlais tout à l'heure avec la maquilleuse Mimi, parce qu'on a le même âge, et moi, je réfléchissais à mon enfant, enfin, à mon adolescence, quand je sortais l'insouciance. Et effectivement, aujourd'hui, moi, j'ai peur pour mes enfants. J'ai peur pour mes enfants parce qu'il y a un ensauvagement de la société. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il peut arriver quand ils vont en boîte de nuit, quand ils sortent, quand ils vont dans des bars et tout ça. C'est devenu complètement taré, complètement violent dans les transports en commun, dans le RER, dans le train et tout ça. Donc oui, moi je pense que c'est très très grave. Je pense que ça va être de plus en plus grave si on réagit pas. Parce qu'il faut enlever... Et si la justice réagit pas. Alors voilà, 92% des Français estiment que l'insécurité a augmenté ces dernières années. C'est un sondage. bien sûr. Ouais. Et ce qui est insupportable, c'est qu'il y a une espèce de complotisme qui dit que les médias extrapolent ces faits divers. Mais regardez, Ils construisent. rien que dans TPMP, combien de faits divers par jour on traite et on pourra en faire 10 fois plus. Tous les jours, donc vous lisez la presse régionale. Je crois qu'à Rennes, cette nuit, il y a un mec qui s'est fait poignarder encore hier soir. Mais partout
partout en France. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter ce complotisme selon lequel les médias mettent la lumière là-dessus. C'est une réalité. Et en fait, on se sent en sécurité jusqu'à ce que ça nous arrive à nous. Non, mais c'est pire qu'on nous dit. On nous dit qu'on met la lumière là-dessus pour faire monter l'extrême droite, ce qui est quand même absolument dégueulasse. Et après, on parle aussi de sécurité avec Thomas, mais on peut aussi en parler avec les femmes du plateau parce qu'il ne faut pas quand même se voiler la face. Il y a aussi une différence entre les hommes et les femmes au niveau de la sécurité en France. Et moi, je sais que depuis l'âge de mes 15 ans que je commence à sortir un petit peu autre part que dans ma rue, moi, mon père m'a toujours dit de mettre un foulard sur mes cheveux. C'est pas normal. Ça fait 20 ans que ça dure, pour ma part en tout cas. Et c'est pas normal qu'en tant que jeune fille, quand je commençais à sortir, mon père me demandait de mettre un foulard sur ma tête. Tu te rends compte ? Oui, mais je suis d'accord avec toi. Il y a 2 catégories de crimes et délits dans lesquels c'est vraiment massif. Et toutes les autres, en fait, c'est grave, mais c'est minoritaire. Les 2 catégories où c'est vraiment massif, quand on regarde les chiffres, c'est les agressions sexuelles. Au sens large, tout compris. Et on les compte ? C'est compris dedans ? Absolument, oui. Elles sont, ça, c'est massif. Et il y a une deuxième catégorie dont on ne parle jamais, alors qu'on l'a tous subi, c'est injures, menaces, intimidation, c'est-à-dire le fait de se faire insulter, agresser verbalement dans la rue. C'est un délit. 15% dans l'année de la population l'ont déjà subi, et l'année précédente pareil, et l'année précédente pareil. On n'en parle jamais. Le fait que ce soit normal de se faire insulter. Beaucoup plus moi, j'en parle pas, mais après 4 agressions, tu crois que c'est pourquoi que je continue à faire de l'exercice ? Absolument. Parce que je me dis, je peux être amenée à devoir courir, à devoir me battre. Moi, j'avais 12 ans quand quelqu'un m'a dit, quand tu as quelqu'un dans le dos, mets tes mains comme ça. Parce que s'il te donne un coup de couteau, eh ben, tu as de l'os là. Alors que si te tranche la gorge comme ça, dès l'âge de 12-13 ans, j'avais déjà eu ma première agression. Eh bien, ça m'est toujours resté. Et quand je suis dans le noir le soir et que je suis amenée à partir, j'ai toujours instinctivement je mets toujours la main comme ça. Et il y a une fois où ça m'a servi. Ouais. Donc voilà. Donc le reste, c'est pipeau. Et pour ça, moi, je conseille à une femme, faites de l'exercice. Parce que malgré tout, d'abord, la sangle abdominale vous remercie. Et puis ensuite, ça peut servir. Conseil du jour. Qu'est-ce qu'il y a C'est le petit conseil du jour. Vous voulez réagir là-dessus ? Non, moi je voulais réagir parce que moi je suis en accord avec le Yard. C'est-à-dire qu'en fait, et même toi tu l'as dit tout à l'heure, quand tu attrapes quelqu'un et que 6 heures après il est encore dans la boîte de nuit, quand tu parles avec les jeunes, souvent quand ils font des dingueries, des conneries, ils te répondent « ils vont me faire quoi de toute façon ?» Il faut enlever cette phrase-là dans la tête des jeunes. Ils vont me faire quoi ? Ils vont me faire quoi ? C'est pour ça qu'on en arrive là. Hier, on a un débat où on dit avec le député Carl Olive qui veut envoyer l'armée. Il ne faut pas envoyer l'armée. L'armée, ils n'ont rien à voir là-dedans. Il faut redonner les moyens à la justice et à la police. La police, quand ils arrêtent quelqu'un, il faut que les mecs, ils aient peur. Là, tu parles avec des petits, les petits disent « Vas-y, ils vont faire quoi ? Mais tu crois qu'ils vont me faire quoi ? Je vais le faire, la dinguerie. Qu'est-ce que je risque ? Rien. Et il vous le dit, 6 heures après, qu'il faut punir 6 heures après, mais les parents, mais peut-être les parents sur la criminalité. Sur la criminalité, je suis d'accord pour les parents, pour rebondir sur tout à l'heure, pour les absences à l'école, non. Mais pour la criminalité, je suis d'accord pour punir les parents. Pourquoi sur les absences ? Parce que les absences, c'est différent, Géraldine. Chaque Français a son histoire de vie. Oui, le gars. C'est différent. Pour rebondir sur ce que Thomas tout à l'heure a dit, j'aime bien les exemples parce que je suis dans les exemples en permanence tous les week-ends. On a un vrai problème. Il y a quelques semaines, je vois au loin quelqu'un, je me doute qu'il va se passer quelque chose. Je le vois au loin, je le montre en vidéo parce que je ne cache rien. Je veux que les gens comprennent ce qui se passe. Je dis à mes gars, surveillez-le, on va aller le voir, je pense qu'il va faire une dinguerie. On va sur le lieu. Il n'y a pas un client de la boîte, c'est quelqu'un qui est devant, j'ai 300 personnes dehors à attendre de pouvoir rentrer, donc un vrai risque. On intervient, on y va, je passe le film rapidement, on le met au sol, on se rend compte qu'il a 3 couteaux sur lui, d'accord ? Pas 1, pas 2, 3 couteaux. On le bloque au sol, j'appelle la police municipale intervient très très vite, ils mettent à peu près 3 minutes, donc c'est très très vite. Ils arrivent, vous savez que la première question et le vrai premier problème que j'ai eu à gérer, il est 4 heures du matin, c'est on me dit ça va être compliqué de l'emmener. Pourquoi ça va être compliqué ? Parce qu'on n'a plus de place en garde à vue. Non. Et voilà. Vous allez faire quoi ? Vous allez me le laisser ? Alors, on a la possibilité de mettre maintenant une amende de 500 €, mais si vous me le laissez là, il va être fou si on le relève. Parce que là, on l'a eu, là. Il va être fou. Il va revenir avec quoi ? Ils l'ont emmené, évidemment. Après, ils ont géré leurs problèmes. Mais imaginez que la première question qu'on a, c'est comment on va faire ? Il faut qu'on le mette en garde à vue, on n'a plus de place. C'est fou. C'est incroyable. C'est incroyable. Ah, c'est mon quotidien, ça. Ah non, mais c'est vrai que c'est fou. Gilles gérer ça. Bon, il y a des choses qui me choquent dans ce qui a été dit. Guillaume, sur le fait qu'il y ait une explosion des faits divers, c'est faux. Gilles Verdez. L'ensauvagement, ça n'existe pas. Gilles Verdez, on n'en peut plus. On n'en peut plus de vous, Gilles Verdez, franchement. Non mais vraiment, je vous le dis, Gilles Verdez, on n'en peut plus de vous. Mais vraiment. Quand on utilise c'est lui qui lit tous les soirs les faits divers. Mais écoutez-moi bien. J'aurais lu ça il y a 10 ans, Raymond. Raymond, j'aurais lu ça il y a 10 ans. Gilles Verdez,
Les mecs qui se font voler leur montre, il y avait des mecs qui se font voler leur montre il y a 10 ans. Ils se faisaient voler autre chose. N'importe Les quoi. haches dans le RER. N'importe quoi. Des haches dans le RER, tu voyais des haches dans le RER. Bien sûr, moi je prenais le RER, il y avait la bande des Zoulous, ils tuaient des gens à Évry. Mais bien sûr, je dis pas de conneries. J'ai étudié. Excusez-moi, ça fait des décennies que j'étudie ça. Il y avait des bandes, c'était les mêmes. Mais on a un mec, ça fait 30 ans qu'il fait ça. Mais un mec qui est devant le Bois-de-Nuit, c'est mieux que toi. Mais non. Mais qu'est-ce que t'as vu, toi, à part aller acheter des trucs au marché pour Fatou, après aller acheter des oignons et des aubergines pour Fatou. Non, mais qu'est-ce que t'as fait? Oui, il les connaît pas mieux que moi. Il voit l'évolution. Depuis 30 ans. Il les voit tous les jours quand même. Arrêtez, il fait des vidéos. Mais qu'est-ce que tu racontes, Gilles Bernet? Tu voyais toujours des mecs avec des couteaux dans la rue avant? Mais bien sûr, Cyril, mais évidemment. Mais les Zoulous, ils tuaient les gens dans le RER, je le connais. Les Zoulous, arrête un peu. C'est toi le Zoulou, là. Mais non, mais arrêtez. C'était massif. Non, mais les Zoulous, non, mais ça rigole. Déjà le nom, qui va avoir peur des Zoulous? Non, mais ça rigole. Il y a la bande des Zoulous. Mais oui, mais c'est bon. Ils tuaient des gens. Oui, mais c'est bon, merci. Juste le Yarl depuis 30 ans, ça n'a rien à voir. Ça n'a plus rien à voir, bien Gilles, sûr. vraiment. Alors, Gilles, moi, ce que je vous propose, Gilles, devant tout le monde... Mais non, arrête, tu vas lui dire de venir avec toi, tu vas vivre l'enfer. Bien sûr, pas ça. Je te dis ça, c'est en pote que je te parle. Mais tu vas pas le supporter 10 minutes. Mais je te dis, tu vas plaquer au sol. Quelques journalistes qui sont venus, ça s'est bien passé. Mais le Yarl, tu sais pas ce que c'est un typhus, ça. Promis, je ferai attention à lui. Gilles, promis. C'est un Covid long, ça. Sûr, si quelqu'un vous saute dessus, je viendrai vous aider. Le Yarl, écoute-moi bien. Si quelqu'un vous saute dessus, en plus, je viendrai vous aider, promis. Mais venez avec moi, vous allez voir. Dessus, je vais me défendre sans vous. Ça va être compliqué. Allez faire vos vidéos, là, voilà. Elle a connu les Zoulous, lui, attention. Riez pas. Il a connu Johnny Clegg. Ok, merci. Non, mais le Yarl, je vous donne un conseil. Éloignez-vous de ce monsieur. Vraiment, je vous le demande comment. Non, je vais y aller dans votre boîte de nuit. Je vais y aller. Arrête un peu, mais vous allez y aller. Il va se passer quoi? Il ne faut pas être dans la boîte. Il faut être avec moi sur la dalle. Ouais, dehors. Dans la boîte, il va danser, il n'y a rien. Il va se faire insulter 3 fois, tu vas voir, ça va être magnifique. Tu m'enverras les vidéos. Je pense qu'on pourrait faire une belle vidéo. Ah, bien sûr, moi aussi, je pense. Je vais le laisser aller voir les dealers. Exactement, voilà, exactement. On va voir ce qu'il va faire. Il va dire, je connais les Zoulous. C'est grave parce que c'est pour ça que les problèmes sont pas réglés, parce que quand on est dans un déni du réel comme ça. J'ai rien dit. Bah si, t'es dans un déni du réel parce que tu dis qu'il n'y a pas un ensauvagement de la société. Merci. Monsieur Darmanin l'a dit, tout le monde le dit. Il n'y a que les deux gugus de l'émission qui disent ça. Je suis déjà allé avec Gilles en boîte de nuit. Le niveau des agressions est stable. Je suis déjà allé avec Gilles en boîte de nuit, il n'a pas quitté le Caribe, puis il a demandé 2 gardes du corps pour aller jusqu'au vestiaire. Merci le Yarl d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci.